Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre Bonne Season pour le 5e chapitre qui s'intitule L'indifférente. Un soleil rouge rutilait à travers la fenêtre. La lumière m'arracha à profond sommeil. J'avais un sale goût dans la bouche. Pendant une seconde, je me crus de retour dans ma chambre de l'In-5, loin de Jax, loin du boulot. Puis ça me revint, la saison d'os, les Réphaïm, un coup de feu et un cadavre. Je n'étais clairement pas en 1-5. Mes coussins étaient tombés par terre durant ma nuit. Je m'assis pour examiner les environs, massant mon cou endolori. J'avais mal aux reins et à la tête. L'une de mes gueules de bois, comme les appelait Nick. Arcturus, le gouverneur, n'était nulle part en vue. Le phonographe se lamentait encore dans son coin. Je reconnus immédiatement la danse macabre de Saint-Saëns, non sans une légère angoisse. Jacques l'écoutait lorsqu'il était particulièrement irascible, généralement en buvant un verre de vin millésimé. Cet air m'avait toujours foutu les jetons. J'éteignis la musique, ouvris les rideaux en grand et observai la cour est. Un Réphaïte montait la garde devant une gigantesque double porte de chêne. Je trouvai un uniforme propre sur mon lit, ainsi qu'un mot sur l'oreiller en grosses lettres cursives noires. Attends la cloche. Je repensai au discours de bienvenue. Il n'avait jamais été question de cloche. Je froissai le bout de papier avant de le jeter dans l'âtre, où d'autres brouillons attendaient la prochaine flambée. Je consacrai quelques minutes à l'analyse de la pièce, en étudiant les moindres recoins. Ces fenêtres ne comportaient pas de barreaux, mais on ne pouvait pas les ouvrir. Les murs ne semblaient abriter aucune jointure secrète ni aucun panneau coulissant. Je repérerai toutefois deux autres portes. La première abritait derrière une épaisse teinture écarlate, était évidemment verrouillée. La seconde desservait une grande salle de bain. Comme je ne trouvais pas d'interrupteur, j'y entrai avec l'une des lampes à huile de la pièce principale. La baignoire, du même marbre noir que le sol de la bibliothèque, était protégée par des rideaux diaphanes. Un miroir doré occupait l'essentiel d'un pan de mur. Je m'en approchai, curieuse de découvrir si les récents événements se voyaient sur mon visage. Non. En dehors de ma lèvre éclatée, j'avais exactement la même tête que lorsqu'il m'avait arrêté. Je m'assis dans la pénombre pour réfléchir. Les Réphaïm avaient conclu leur marché en 1859. Il y avait exactement 2 siècles. Durant le mandat de Lord Palmerston, si je ne mélangeais pas les dates. Bien avant 1901 et la fin de la monarchie, quand la République d'Angleterre avait vu le jour et déclaré la guerre à l'anormalité. Cette république avait imposé au pays près de 3 décennies d'endoctrinement et de propagande avant d'adopter le nom de Sion en 1929. C'était alors le premier grand inquisiteur qui avait nommé et que Londres était devenue la première citadelle sionienne. Ce qui me menait à croire que, d'une façon ou d'une autre, l'arrivée des Réphaïm avait causé Sion. Toutes ces conneries sur l'anormalité, simplement pour satisfaire ces créatures venues de nulle part. Je pris une profonde respiration. Cela devait cacher autre chose, forcément. Et je finirai par comprendre. La première des priorités était toutefois de foutre le camp d'ici. En attendant de trouver un moyen d'y parvenir, j'allais chercher mes réponses dans le coin. Je ne pouvais simplement pas m'en aller, alors que je savais désormais où l'on envoyait les voyants. Je ne pouvais pas non plus oublier ce que j'avais vu et entendu. D'abord, je devais retrouver Seb. Son amorose causait son ignorance et son effroi, mais il n'était qu'un gamin. Il ne méritait pas de vivre ça. Dès que je l'aurai localisé, j'irai chercher Julien et les autres captifs de la saison d'os 20. Je voulais en apprendre plus sur les émimes
et en attendant le retour de mon gardien, il serait ma seule source d'information. Une cloche résonna en haut de sa tour, suivie d'une autre, plus lointaine mais plus puissante. Attends la cloche. Il devait y avoir une espèce de couvre-feu. Je posai ma lampe sur le rebord de la baignoire et m'aspergeai le visage d'eau froide tout en considérant les options qui s'offraient à moi. Mieux valait jouer le jeu des Rephaïm pour l'instant. Si j'arrivais à survivre assez longtemps, je tenterais de contacter Jax. Lui viendrait m'aider. Il n'avait jamais abandonné un voyant. Pas un qu'il employait, en tout cas, car je l'avais vu laisser crever plus d'un mendiant. Il faisait de plus en plus sombre dans la pièce. J'ouvris le tiroir du milieu du bureau. J'y trouvai 3 plaquettes de pilules. Je n'avais aucune envie de les prendre, mais je pressentais qu'il serait susceptible de les compter pour s'assurer que j'avais bien été obéissante. Autant les balancer quelque part. J'en sortis une de chaque boîte, une rouge, une blanche, une verte. Aucune ne portait la moindre indication. La ville était pleine de non-humains, de choses dépassant mon entendement. Ces médocs étaient peut-être censés me protéger de toxines, de radiations, de la fameuse contagion contre laquelle Sion nous avait mis en garde. Peut-être n'était-ce pas un mensonge, peut-être ferais-je mieux de les avaler. J'avais de toute façon devoir m'y résoudre quand il reviendrait. Cependant, pour l'heure, il n'était pas là. Il ne me surveillait pas. Je fis disparaître les 3 pilules dans l'évier. Il pouvait bien s'étouffer avec. J'actionnai la poignée de la porte. Il s'ouvrit sans problème. Je descendis les marches de pierre menant au cloître. Cette demeure était immense. À la porte de la rue, une fillette maigrelette au nez rose vif et aux cheveux blonds, sales, avait remplacé le gamin en rouge. Elle leva les yeux de son comptoir quand elle m'entendit arriver. « Bonjour, dit-elle. Tu dois être nouvelle. Oui. Eh bien, tu commences ton séjour dans un endroit génial. Bienvenue à Magdalene, la meilleure résidence de tout Sheol One. Je suis 194933, la concierge de nuit. Que puis-je faire pour toi ? Me laisser sortir. En as-tu la permission ? Je l'ignore. Je m'en foutais royalement. Bon, je vais vérifier. Son sourire était légèrement crispé. Quel est ton numéro ? 20 59 40. Elle consulta son registre. Une fois à la bonne page, elle me contempla, les yeux écarquillés. Tu es celle que le gouverneur a accueillie. Accueillir était une drôle de façon de l'exprimer. Accueillir était une drôle façon de l'exprimer. C'était pas un dialogue, ok ? Il n'avait encore jamais pris de locataire humain, poursuivit-elle. Il n'y en avait pas beaucoup à Magdalene. Ici, on trouve surtout des refs sans véritable assistant. Tu as beaucoup de chance d'habiter avec lui, tu sais ? C'est ce qu'on m'a dit. Je peux te poser quelques questions sur cet endroit ? Je t'écoute. Où est-ce qu'on trouve à manger ? Le gouverneur a laissé des instructions à ce sujet. Elle me posa dans la main une poignée d'aiguilles épointées, de bagues de fer blanc bon marché et de dés à coudre. Tiens, des Numa. Les Harley en ont toujours besoin. Tu peux les troquer contre de la bouffe aux étals à l'extérieur. Il y a un camp de squatteurs plus loin. Mais ce n'est pas terrible. À ta place, j'attendrai que ton gardien te nourrisse. Tu penses qu'il va le faire ? Peut-être. Ça réglait le problème. Où est ce campement ? Sur Broad Street. La première à droite en sortant de Magdalene. Puis la première à gauche. Tu ne peux pas le louper. Elle tourna la page de son registre. Et n'oublie pas, tu ne peux pas t'asseoir dans un lieu public sans autorisation, ni entrer dans une autre résidence. Ne porte rien d'autre que ton uniforme. Oh ! Et tu dois impérativement être de retour ici avant l'aube. Pourquoi ? Eh bien, les refs dorment le jour. Tu dois savoir que les esprits sont plus faciles à voir quand le soleil est couché. Et ça signifie l'entraînement ? Exactement. Je n'aimais vraiment pas cette fille. Tu as un gardien ? Oui, bien sûr, il est parti pour l'instant. Parti où ? Je ne sais pas, je suis sûr que c'est très important. Je vois, merci. De rien, passe une bonne nuit.
Et souviens-toi, ajouta-t-elle, ne traverse jamais le pont. Voilà quelqu'un de bien conditionné. Je lui souris et pris congé. Alors que je quittais ma résidence pour le froid glacial de la ville, je commençais à me demander dans quoi je m'étais fourré. Le gouverneur. Son nom était chuchoté, tel une prière, une promesse. En quoi était-il si différent des autres? Et que signifiait consort de sang? Je me promis de le découvrir très vite. Dans l'immédiat, j'allais manger. Puis, je retrouvais Seb. Au moins, je savais où dormir. Il n'avait peut-être pas ma chance. Un léger brouillard nappait les rues. Apparemment, l'électricité n'existait pas dans cette cité. À ma gauche se trouvait un pont de pierre, hérissé de part et d'autre de réverbères à gaz. C'était sans doute celui que je ne devais pas franchir. Une rangée de gardes en rouge bloquait la route reliant le monde extérieur. Comme je ne bougeais pas, ils braquèrent tous 10 leurs flingues dans ma direction. Des armes de Sion, de l'armée. Je leur tournai le dos et partis découvrir la ville. La rue longeait les hauts remparts de la résidence. Je franchis 3 lourdes portes en bois, chacune surveillée par un homme en tunique rouge. Des pointes de fer émergeaient du faîte du mur. Je gardai la tête basse et suivis les instructions que m'avait données 33. L'allée suivante était tout aussi déserte que la première, sauf qu'il n'y avait même plus de lampe pour guider mes pas. Quand j'émergeais enfin des ténèbres, j'avais les mains tout engourdies par le froid. J'étais arrivé dans ce qui pouvait s'apparenter à un centre-ville. 2 grands bâtiments dominaient la partie gauche. La plus proche disposait de colonnes et d'un fronton ornementé, un peu comme le grand musée de la cohorte 1. Je le dépassai pour rejoindre le Broad. Des photophores se consumaient sur chaque marche ou rebord de fenêtre. Un bruissement d'activité fendit enfin la nuit. Des étals brinque-ballants et de vieux kiosques mal illuminés par des lanternes sales avaient été érigés au milieu de la rue. Tous étaient rachitiques et sinistres. Ils étaient jouxtés de cabances rudimentaires, de huttes et de tentes faites de briques et de brocs. Un bidonville en plein centre. Et la sirène, un vieux modèle mécanique avec une unique corne béante. Rien à voir avec les espèces de ruches électriques sur les avant-postes de la DVN, conçues pour les urgences nationales. J'espérais ne jamais entendre le bruit s'élevant de ces rotors. Je n'avais certainement pas besoin d'une machine cannibale lancée à mes trousses. Une odeur de viande rôtie m'attira vers les taudis. Mon estomac était tout recroquevillé de faim. Je pénétrai dans un tunnel obscur, me fiant à mon odorat. Les baraques semblaient reliées par un réseau de contreplaqués, rafistolés de morceaux de ferraille ou de vieux vêtements. Rares étaient les fenêtres. Les seules lumières émanaient de bougies ou de lampes à huile. C'était la seule personne en tunique blanche. Eux portaient des haillons crasseux. Les couleurs n'arrangeaient guère leur teint cireux, leurs yeux ternes et injectés de sang. Aucun n'avait l'air en bonne santé. Il devait s'agir des artistes, des humains ayant échoué au test et se retrouvant condamnés à divertir les Réphaïm pour le reste de leur jour, et sans doute même au-delà. La plupart d'entre eux étaient des devins ou des augures, les voyants les plus communs. Certains me dévisagèrent brièvement avant de reprendre leurs occupations, comme s'ils se refusaient à me regarder trop longtemps. L'odeur émanait d'une grande pièce carrée. Son toit d'une tôle ondulée avait été percé pour laisser s'échapper fumée et vapeur. Je m'assis dans un recoin sombre, m'efforçant de ne pas attirer l'attention. La viande était servie en tranches fines, comme des hosties, rosées et tendres à cœur. Les artistes faisaient passer des assiettes de rôtis et de légumes arrosés d'une crème sortie de soupières en argent. Les gens se battaient pour avoir leur part, s'empiffraient littéralement avant de lécher leurs doigts dégoulinants de jus chaud. Sans que j'aie rien demandé, un voyant me mit une assiette entre les mains. Il était maigre et vêtu de lambeaux de tissu. Ses épaisses lunettes étaient toutes rayées. « Est-ce que Mayfield est toujours à Larchinster ?»
Je haussai un sourcil d'interrogateur. Mayfield? Oui, Abel Mayfield. Il hachait chaque syllabe. Est-ce qu'il est toujours à l'archonterie? Toujours un grand inquisiteur? Il est mort, il y a des années. Qui l'a remplacé? Frank Weaver. Ah d'accord. Tu n'aurais pas un numéro du descendant des fois? Ils m'ont tout confisqué. Je pensais vraiment que Mayfield était encore l'inquisiteur. Il était virtuellement impossible de ne pas connaître l'identité de ce dernier. À l'instar de Scarlett Burnish, Weaver était l'incarnation de Sion. Ça va, pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Comme j'étais censé le savoir. Comment j'étais censé le savoir? On n'a pas de nouvelles qu'une fois. On a des nouvelles qu'une fois tous les 10 ans. Il m'attrapa par le bras pour me mener dans un coin. Est-ce qu'ils ont relancé le rugissant? Non. Je voulus me libérer, mais il s'accrocha fermement. Est-ce que Sinatra est toujours sur la liste noire? Oui. Merde. Et le pouilleux, ils l'ont trouvé? Cyril, elle vient d'arriver. Je crois qu'elle aimerait bien pouvoir manger. Quelqu'un avait remarqué ma délicate situation. Lady Cyril pivota vers son interlocutrice. Une jeune femme aux bras croisés sur la poitrine et au menton relevé. T'es vraiment une foutue vieille grincheuse, Rimord. T'as encore tiré les 10 d'épée. Ouais, en pensant à toi. Avec un regard noir, Cyril m'arracha mon assiette et déguerpit. Je voulus le rattraper par le col, mais il était plus rapide qu'une tire-laine. La fille secoua la tête. Ses traits fins et expressifs étaient cernés de frisettes noires et emmêlées. Son rouge à lèvres cramoisies ressortait telle une vilaine plaie sur sa peau blême. Tu as eu droit au discours de bienvenue hier soir, ma petite sœur, gressaya-t-elle. Ton estomac ne l'aurait pas supporté. J'ai mangé hier matin. Je me retins de rire en entendant cette fille minuscule m'appeler petite sœur. Crois-moi, c'est le flux. Ça t'a retourné le cerveau. Elle lança un regard circulaire. Vite, viens avec moi. Où ça? J'ai une mangeoire. On pourra y causer. Je n'appréciais guère l'idée de suivre une inconnue, mais j'avais des questions à poser. Je l'accompagnai donc. Ma guide semblait connaître tout le monde. Elle serrait la main de diverses personnes, s'assurant, ce faisant, que je la suivais toujours. Ses vêtements paraissaient être en meilleures conditions que ceux de la plupart de ses collègues, même si son chemisier à manches cloches était un peu élimé et son pantalon trop court. Elle devait se geler. Elle tira un ersatz de rideau. C'est pas français ce mot-là, je connais pas. Vite, redit-elle. Ils vont nous voir. Il faisait sombre dans son abri, mais un réchaud à pétrole empêchait l'obscurité complète. Je m'assis. Un tas de draps maculés et un coussin faisaient office de lit rudimentaire. Tu t'occupes toujours des vagabonds? Souvent. Je sais ce que c'est quand on arrive. Elle s'installa près du poêle. Bienvenue dans la famille. Je fais partie de la famille? Maintenant, oui, petite sœur. Rassure-toi, ce n'est pas une sorte de secte, juste une famille pour tenter de survivre. Elle ranima ses doigts gourds devant le réchaud. J'imagine que tu viens de la pègre. Possible. Pas moi. Personne n'avait besoin de moi. Elle se fendit d'un léger sourire. Je suis arrivée durant la dernière saison d'os. C'était il y a combien de temps? 10 ans. J'en avais 13. Elle me tendit une main calleuse et je finis par serrer après une brève hésitation. Liz Raymore. Enchanté. Page. 20 59 40? Oui. Elle surprit mon expression. Désolé, dit-elle. Question d'habitude. Ou alors, je suis complètement lobotomisé. Je haussai les épaules. Tu es quel numéro? 1949-1. Comment tu connais le mien? Elle ajouta de l'alcool dans le réchaud. Les nouvelles vont vite dans la ville, si petite.
On ne sait rien de ce qui se passe à l'extérieur. Ils ne veulent pas que l'on apprenne ce qui se passe dans le monde libre. Si tant qu'on puisse considérer que Sion est libre. Une flamme bleue jaillit. Ton numéro est sur toutes les lèvres. Pourquoi ? Tu ne le sais vraiment pas ? Arcturus Messartim n'avait encore jamais accepté d'humains dans son logement. En fait, les humains ne l'ont jamais vraiment intéressé. C'est triste à dire, mais ici, c'est un véritable événement. Voilà ce qui arrive quand la presse n'existe plus. Tu sais pourquoi il m'a choisi ? À mon avis, c'est parce que Nashira t'a dans sa ligne de mire. Arcturus est le consort de sang, son fiancé. On ne lui cherche pas de noise. De toute façon, il ne quitte jamais cette tour. Elle posa une gamelle sur le réchaud. Laisse-moi te cuisiner un truc avant de discuter. Désolé, ça fait des années qu'on ne mange plus à table. Nous autres, Arlis. Arlie. Arlis ? C'est ainsi que les Vestes appellent les artistes. Ils ne nous aiment pas beaucoup. Elle attiédit un peu le bouillon qu'elle versa dans un bol. Je lui proposai mes bagues, mais elle secoua la tête. C'est moi qui t'invite. Je pris une courte gorgée de breuvage inodore et translucide. Le goût était ignoble, mais ça réchauffait le ventre. Bon, c'est normal, c'est des Anglais. Lys me regarda finir mon bol. Tiens ! Elle me tendit un morceau de pain rassis. Ce n'est presque que de l'eau, tu finiras par t'y habituer. La plupart des gardiens ont tendance à oublier que nous devons manger de façon régulière. Il y avait de la viande, là-bas. Je fis remarquer en désignant la pièce centrale. C'est juste pour célébrer la 20e saison d'os. J'ai préparé ce bouillon avec les restes de jus de cuisson. Elle s'en servit un bol. On compte sur les pourris pour nous empêcher de crever de faim. Tout ça, ça vient des cuisines, expliqua-t-elle en désignant le réchaud et la gamelle. Ils sont censés ne faire bouffer qu'aux vestes rouges. Mais ils nous refilent des trucs en douce dès qu'ils en ont l'occasion. Cela dit, ils sont plus réticents depuis que l'une des filles s'est fait pincer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été battue. Et le voyant qu'elle nourrissait a écopé de 4 jours de privation de sommeil. Il délirait totalement quand ils l'ont laissé sortir. Une punition originale. Les esprits voyants fonctionnaient à cheval sur 2 niveaux, la vie et la mort. C'était épuisant. Ne pas avoir le droit de dormir pendant 4 jours aurait rendu n'importe lequel d'entre nous complètement fou. Et comment la ville se réapprovisionne-t-elle ? Aucune idée. Peut-être par le train. Il relie Londres à Sheolwan. Mais manifestement, personne ne sait où se trouve l'entrée des tunnels. Elle rapprocha ses pieds du réchaud. À ton avis, combien de temps a duré ta peste du cerveau ? Une éternité. 5 jours. Les petits nouveaux subissent l'enfer pendant 5 jours, avant d'avoir droit à l'antidote. Pourquoi ? Pour qu'ils apprennent vite quelle est leur place. Ici, tu n'es rien, avant d'avoir gagné tes couleurs. Lys nous versa une nouvelle ration de bouillon. Et donc, tu vis à Madgalen. Oui. Tu dois en avoir marre de l'entendre dire, mais tu peux t'estimer heureuse. C'est l'une des résidences les plus sûres pour les humains. Il y en a combien en tout ? Des humains ? Des résidences. Ah, d'accord. Eh bien, chacune représente un petit quartier. Il y en a 7 réservés aux humains. Balliol, Corpus, Exeter, Merton, Oriel, Queens et Trinity. Nashira vit dans l'une des résidences du suzerain, où a lieu le discours de bienvenue. On trouve aussi le manoir plus au sud, et le château, c'est la prison. Et ce taudis, ici, c'est la Bauge. Cette rue s'appelle la Broad, celle qui est parallèle à la promenade Madgalen. Et après, une campagne désertique. On l'appelle le No Man's Land. Il est bourré de mines et de pièges. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de le traverser ? Oui. Elle se crispa, je bus une nouvelle gorgée. Comment c'était la tour ? Me demanda-t-elle. Je n'y suis pas allé. Tu dois vraiment avoir une bonne étoile.
En me voyant froncer les sourcils, elle secoua la tête. Pendant 10 ans, il rafle les voyants pour la saison d'os suivante. Certains passent une décennie entière à la tour avant d'être affectés ici. Tu plaisantes? Je repensais au pauvre gars qui affirmait y être resté 9 années. Non. Ils ne manquaient pas d'imagination quand il s'agit de nous faire filer droit. Ils connaissent nos points faibles. Ils savent comment nous briser. 10 ans à la tour feraient ployer n'importe qui. Que sont-ils? Aucune idée. Je sais qu'ils ne sont pas humains. Elle ajouta un peu de pain à son bouillon. Ils se comportent comme des dieux. Et c'est comme ça qu'ils veulent qu'on les traite. Nous serions leurs fidèles. Pas seulement ça. Nous leur devons la vie. Ils ne nous laisseront jamais oublier qu'ils nous protègent des ronfleurs, que l'esclavage est pour notre bien. Selon eux, mieux vaut être esclave que mort, ou persécuté par l'inquisiteur. Les ronfleurs? Les émimes. C'est comme ça qu'on les surnomme. Pourquoi? Ça c'est toujours fait. Je pense que ce sont les vestes rouges qui ont eu l'idée. Ce sont eux qui doivent les respecter, les repousser. À quelle fréquence? C'est variable. Ils attaquent beaucoup plus souvent que durant l'hiver. Sois très attentive aux sirènes. Un seul coup sert à convoquer les vestes rouges. Si la tonalité évolue, mets-toi à l'abri. Ça veut dire qu'ils arrivent. Je n'ai toujours pas compris ce qu'ils étaient. J'y émiettais un peu mon pain. Est-ce qu'ils ressemblent aux Réphaïm? J'ai entendu des histoires. Les vestes rouges aiment bien nous effrayer. Les flammes se reflétaient sur son visage. Il paraît que les émimes peuvent adopter différentes formes, que le simple fait de les approcher suffit à te tuer. On raconte même qu'ils peuvent t'arracher l'âme du corps. Certains les appellent les géants pourrissants. Ne me demande pas pourquoi. D'autres prétendent que ce sont des squelettes ambulants, qui ont besoin de peau pour s'habiller. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils mangent de la chair humaine. Ils y sont accros. Ne t'étonne pas si tu croises des gens avec des membres en moins. Cela aurait dû me révulser. Mais j'étais trop hébété pour réagir de la sorte. Tout semblait surréaliste. Lys tendit le bras pour ajuster le rideau, nous faisant disparaître aux yeux du monde extérieur. J'avisai une pile de soie colorée. « C'est toi, la contorsionniste ?» compris-je. « Tu m'as trouvée bonne ? Excellente. C'est comme ça que je gagne ma croûte. Par chance, j'ai appris rapidement. Avant, je mendiais, près du théâtre. » Elle se lécha les babines. « Je t'ai vu avec Pléone hier soir. Ton aura a beaucoup fait parler d'elle. » Je ne répondis pas, estimant dangereux d'évoquer mon aura, surtout avec cette fille que je ne connaissais guère. Elle m'étudia. « Tu es doté ? » ?»« Non. » C'était la vérité. « Pourquoi t'a-t-on arrêté ? » ?»« J'ai tué quelqu'un. Un garde souterrain. » »« Vrai aussi. »« Comment ? » ?»« Avec un couteau. Dans le feu de l'action. » »« Faux. » Lys me considéra longuement. Elle était totalement dotée, ce qui était typique des devins. Elle discernait le rouge de mon aura aussi clairement que mon visage. Si elle s'était documentée sur le sujet, elle saurait quelle famille j'appartenais. « Je ne pense pas. » Elle pianota sur le sol. « Tu n'as jamais fait couler autant de sang. » Elle était douée pour une devineresse. « Tu n'es pas une oracle, » déclara-t-elle. « À son intention, qu'à la mienne, j'en ai déjà vu. Tu es trop calme pour être une furie. Tu n'es clairement pas une médium. Dans ce cas, tu dois être. » Ses yeux se ternirent. « Une marche-rêve. » Elle me scruta de près. « C'est ça ?» Je soutins son regard. Elle s'assit sur ses talons. « Eh bien, ça explique tout. »« Quoi ? » ?»« Pourquoi Arcturus t'a choisi ? Nashira n'a jamais trouvé de marche-rêve. Et elle en veut absolument un. Elle s'est assurée de ta protection. Personne n'osera s'approcher si tu es l'humaine du consort. Si elle pense qu'il y a la moindre chance que tu sois une marche-rêve, tu es foutu. Comment ça ? Ça ne va pas te plaire. Plus rien ne pouvait me surprendre. Nashira a un don, expliqua Lys.
As-tu remarqué son aura étrange? J'opinais. Elle ne jouit pas que d'une seule faculté. Elle dispose de plusieurs moyens de rejoindre l'éther. C'est impossible. Nous avons tous un seul don. Tu penses connaître la réalité? Oublie-la. Sheol One possède ses propres règles. Prends-en ton parti dès maintenant, et tout te semblera plus facile. Elle remonta ses genoux cagneux sous son menton. Nashira a 5 anges gardiens. De toute façon ou d'une autre, elle parvient à les conserver près d'elle. Est-ce une dompteuse? On l'ignore. Elle l'a sans doute été. Mais son aura a été altérée. Par quoi? Par les anges. Comme je fronçais les sourcils, elle soupira. Ce n'est qu'une hypothèse. Nous pensons qu'elle peut se servir des dons dont elle jouissait de leur vivant. Même les dompteurs ne peuvent pas faire ça. Exactement. Elle me scruta de près. Si tu veux un conseil, fais profil bas. Ne donne jamais la moindre indication sur ta nature. Si elle découvre que tu es une marche-rêve, tu es morte. Je m'efforçai de garder un air neutre. 3 années passées au sein de la pègre m'avaient habitué au danger. Mais ici, rien n'était pareil. J'allais devoir apprendre à gérer de nouvelles menaces. Comment puis-je l'être? Comment puis-je l'empêcher de le découvrir? Ça va être difficile. Ils vont te mettre à l'épreuve pour révéler ton talent. C'est à ça que servent les tuniques. Tu obtiens la rose après le premier test, le rouge après le second. Mais toi, tu as échoué? Par chance. Désormais, je dépends du superviseur. Qui était ton gardien? Lys se tourna vers le réchaud. Gomessa Sargas. Qui est-ce? L'autre souverain du sang. Il y en avait toujours 2, un mâle et une femelle. Mais Arcturus est fiancé à Nashira, oui. Mais il n'est pas du sang, précisa-t-elle avec une pointe de dégoût. Seuls les membres de la famille Sargas peuvent prétendre à la couronne. Les souverains de sang ne peuvent pas s'accoupler, ce serait incestueux. Arcturus vient d'une autre famille. Il est donc prince consort? Le consort de sang. C'est pareil, un peu de brouille. C'est pareil. Encore un peu de bouillon? Non, merci. Je l'observais plonger mon bol dans une bassine d'eau graisseuse. Comment as-tu échoué aux examens? Je suis restée humaine. Elle se fendit d'un sourire léger. Les refs ne sont pas humains. Même s'ils nous ressemblent beaucoup, ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont rien là-dedans. Elle se tapota la poitrine. Si seulement que nous travaillons avec eux, ils doivent nous dépouiller de notre humanité. S'ils veulent que nous travaillions avec eux, ils doivent nous dépouiller de notre humanité. Comment? Avant qu'elle puisse répondre, le rideau fut violemment tiré en arrière. Un Réphaïte élancé se posta dans l'embrasure. « Toi !» grogna-t-il à l'adresse de Lys. Qui s'abrita ses mains. « Lève-toi, habille-toi, sale feignasse. Avec une invitée, tu te prends pour une reine ?» Elle se mit debout. Toute sa force semblait l'avoir désertée, la laissant recroquevillée et fragile. Sa main gauche tremblait. « Je suis désolé, Suhail. 40 est nouvelle. Je voulais simplement lui expliquer les règles de Sheol One. 40 devait déjà les connaître. Pardonnez-moi. » Il leva une main gantée, comme pour la gifler. « Mettez-soi !» Je ne pensais pas jouer ce soir. Elle se replia jusqu'au fond de la cabane. Avez-vous parlé au superviseur? Je détaillai son interlocuteur. Il était grand et saisissant, comme les autres Réphaïm, mais il n'avait pas leur regard vide. Chacun de ses traits transpirait la haine. Je n'ai pas besoin de lui parler, petit pantin. 15 est toujours indisposé. Les vestes rouges s'attendent que leur bouffonne préférée le remplace. Il retroussa les lèvres, dévoilant ses dents. Si tu ne veux pas le rejoindre au centre de détention,
Tu as intérêt à prête dans 10 minutes. À être prête dans 10 minutes. Lys tressaillit, ses épaules s'affaissèrent légèrement et elle détourna la tête. « Je comprends, affirma-t-elle. Ça, c'est une bonne esclave. Il arracha le rideau en sortant. J'aidai Lys à le ramasser. Elle tremblait des pieds à la tête. Qui était-ce? Suhail Shertan. Le superviseur est toujours un peu tendu sous son masque d'impassibilité. Il répond au Suhail si on fait un truc de travers. Elle se tamponna de la manche. C'est 15 qui a subi la privation de sommeil. Jordan, l'autre contorsionniste. Je lui pris le rideau des mains. Sa manche était maculée de sang. Tu t'es coupé? Non, ce n'est rien. Bien sûr que si. Le sang n'était jamais anodin. Ça va aller. Elle s'essuya la figure, étalant de longues traces rouges sur ses pommettes. Il a juste pris un peu de mon éclat. Il a quoi? Il s'est nourri de moi. J'espérais avoir mal entendu. Il s'est nourri de toi? Elle sourit. Aurait-il omis de te préciser que les rêves se repassaient de nos auras? Ils oublient chaque fois ce détail. Mon ventre se serra. C'est impossible. Les auras n'alimentent pas la vie. Mais la voyance, elle les alimente. Eux. Cela signifierait qu'ils ne sont pas seulement clairvoyants, mais qu'ils sont l'éther incarné? C'est peut-être le cas. Lys s'émitoufla dans une couverture râpée. C'est à ça que servent les Arlis. À leur fournir de l'aura. Ils nous considèrent comme du fourrage. Mais vous autres, les vestes, ils ne mangent pas sur vous. C'est votre privilège. Elle contempla le réchaud. Sauf si vous échouez au test. Je restai un instant silencieuse. Je n'arrivais pas à concevoir que les Réphaïm puissent s'alimenter d'aura. Celle-ci formait un lien vers l'éther unique à chaque voyant. Je n'arrivais pas à imaginer que l'on puisse s'en repaître. Néanmoins, cela éclairait Sheol One sous un jour nouveau. Cela expliquait qu'ils prennent les voyants sous leur coupe. Cela expliquait que les artistes ne soient pas liquidés lorsqu'ils ne pouvaient pas se battre contre les émimes. Ils n'avaient pas besoin d'eux pour danser. Quel intérêt? Ces distractions futiles servaient simplement à leur changer les idées. Nous n'étions pas seulement leurs esclaves, mais également leur pitance. Voilà pourquoi nous payons les erreurs commises par les humains, et pas les amorotiques. Et dire que quelques jours plus tôt, j'étais à Londres, et vivre ma petite vie aux 7 cadrans, même sans même soupçonner l'existence de cette colonie. « Quelqu'un doit les arrêter !» m'exclamai-je. « C'est dément. Ils sont là depuis 2 siècles. Tu ne penses pas que quelqu'un les aurait déjà fait si c'était possible ?» Je me détournais le sang, me battais aux tempes. « Je suis désolé. » Lys me força à la regarder. « Ce n'est pas pour t'effrayer, mais je suis ici depuis 10 ans. J'ai vu les autres gens se battre, des gens tenter de retrouver leurs anciennes existences, et tous y sont restés. Avec le temps, tu finiras aussi par te résigner. »« Es-tu diseuse ?» Je savais que non, mais je demandais si elle allait me mentir. « Une tireuse ?» Un terme argotique employé 10 ans plus tôt pour désigner les cartomanciens. La première fois que j'ai lu les cartes, ils l'ont su. « Qu'est-ce que tu as vu ?» Pendant un moment, je crus qu'elle n'avait pas entendu. Puis elle traversa son abri et s'accroupit près d'une petite boîte en bois. Elle en ressortit un jeu de tarot, noué avec un ruban rouge. Elle me tendit une carte. Le fou. « J'ai toujours su que j'étais destiné à finir au fond de la pile, » déclara-t-elle. « Je ne me suis pas trompée. Tu peux lire mon avenir? Une autre fois. Tu dois partir. » Elle ramassa un pain de colophane au fond de son coffre. « Reviens me voir bientôt, ma sœur. Je ne peux te protéger, mais je suis ici depuis 10 ans. Je serai peut-être
t'aider, je saurais peut-être t'aider à ne pas te faire tuer. Elle m'adressa un sourire las. Bienvenue à Sheol One. Lys m'indiqua la direction de la maison amorotique où Seb avait été amené par le gardien. Gris. Le ref chargé de la surveillance du petit nombre d'amorotiques. Il s'appelait Graphias Sheratan. Elle me donna également un peu de pain et de viande à faire passer au pauvre garçon. Ne te fais surtout pas surprendre par Graphias, me mit-elle en garde. J'en avais appris beaucoup en l'espace de 40 minutes. Le plus troublant dans tout ceci était que je me trouvais sur le radar de Nashira, et je ne tenais qu'à en devenir son esprit, esclave pour la fin des temps. Ne pas aller droit au cœur de l'éther, là où toutes les choses prenaient fin, m'avait toujours terrifié. Je détestais l'idée de me transformer en esprit errant, en munition dont les voyants pourraient user et abuser comme une monnaie d'échange. Pour autant, cela ne m'avait jamais empêché d'invoquer des meutes d'esprit pour me protéger ou d'enchérir pour le compte de Jax sur une Anne Naylor furieuse d'avoir été assassinée alors qu'elle n'était encore petite fille. Putain, cette phrase, elle fait 5 lignes. En outre, l'avertissement de Lys me mettait mal à l'aise. Avec le temps, tu finiras aussi par te résigner. Elle se trompait. La maison amorotique se trouvait à l'écart du principal réseau de résidences. Je dus arpenter un certain nombre de rues désertes avant de l'atteindre. J'avais vu une carte de la ville dans un vieil exemplaire du Rugissant, encore une antiquité que Jax avait escroquée à Didion Waite. Et je savais à peu près où se trouvaient les principaux points de repère. Je remontai la route principale vers le nord. Quelques vestes rouges étaient de faction devant des bâtiments, mais elles ne m'adressèrent qu'un coup d'œil désintéressé. Il devait exister une sorte de barrière nous empêchant de nous échapper en plus des mines de No Man's Land. Combien de voyants étaient morts en tentant de traverser celui-ci? Je trouvai le bâtiment qui m'intéressait en quelques minutes. Il était discret et austère. Malgré la rosace en fer forgé qui en dominait le portail, les mots qui s'y étaient autrefois trouvés avaient été remplacés par « maison amorotique ». 2 termes en latin restaient toutefois inscrits en dessous, « domus stultorium ». Je ne voulais pas savoir ce que cela signifiait. Je jetai un coup d'œil entre les barreaux et croisai le regard d'une garde réfaillite. Ses cheveux noirs et ondulés lui tombaient sur les épaules, et sa lèvre inférieure était pleine et protubérante. Il devait s'agir de Graphias. « J'espère que tu as une bonne raison de te trouver près de la maison amorotique, lança-t-il d'une voix réprobatrice. Je perdis subitement la raison. La proximité de cette créature me glaçait jusqu'à l'os. « Non, mais j'ai ceci !» Je brandis mes numas, bagues, dés à coudre et aiguilles. Graphias me décocha un regard si chargé de haine et de mépris que je tressaillais. Je préférais leur air habituellement absent. « Je n'accepte pas les pots de vin, et je n'ai pas non plus besoin de camelote humaine pour accéder à l'éther. » Je fis disparaître ladite camelote dans ma poche. Mauvaise idée. Bien sûr qu'il n'en se servait pas. C'était de la monnaie de mendiant. « Désolé, dis-je, penaude. Retourne dans ta résidence, tunique blanche, où je demanderai à ton gardien de t'éduquer un peu. » Il attira une horde d'esprits, je tournai les talons et m'éloignai du portail, hors de sa ligne de mire, sans jamais me retourner. Et alors, je m'apprêtai à filer droit vers Madgalen, et on m'apostropha discrètement par-dessus. « Paige, attends !» Une main passa au travers les barreaux d'une fenêtre à l'étage. Je poussai un sourire de soulagement. Seb. « Est-ce que tu vas bien ?»« Non.
répondit-il d'une voix étranglée. S'il te plaît, Paige, sors-moi d'ici. Il faut que je m'en aille. Je suis désolé de t'avoir traité d'anormal. Désolé. Je jetai un coup d'œil derrière moi. Personne en vue. J'escaladai la paroi jusqu'à la fenêtre, plongeai la main dans ma tunique et lui tendis le petit colis de nourriture. Je vais te tirer de là. Je serrai la main, glacée, à travers les barreaux. Je te promets de tout faire pour, mais tu dois me laisser un peu de temps. Ils vont me tuer. Il ouvrit le ballot de ses doigts tremblants. Je serai mort avant que tu me fasses sortir d'ici. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils me forcent à récurer le sol jusqu'à faire saigner les mains. Ils me font trier des débris de verre pour trouver de belles pièces pour leur décoration. Je remarquai ses nombreuses plaies, sales et profondes. Demain, je suis censé commencer à travailler dans les résidences, reprit-il. Quel genre de travail? Je sais pas encore. Je veux pas le savoir. Est-ce qu'ils me prennent pour un comme vous? Compléta-t-il d'une voix rauque. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je l'ignore. Son œil droit était enflé et injecté de sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'un d'eux m'a frappé. J'avais rien fait. Paige, je te le jure, il a dit que j'étais une saloperie d'humaine. Il a dit. Il baissa la tête et sa lèvre se mit à trembler. Ce n'était que son premier jour, et il l'utilisait déjà comme souffre-douleur. Comment allait-il pouvoir vivre une semaine ou un mois, voire une décennie comme Lys? Mange ça! Je resserrai ses mains autour du pactage. Essaie de passer à Magdalene demain. C'est là que tu habites? Oui. Mon gardien ne sera probablement pas là. Tu pourras prendre un bain et peut-être manger un peu. D'accord? Seb opina. Il semblait délirer. À l'évidence, il était bien secoué. Il devait se rendre à l'hôpital, au moins voir un docteur. Mais il n'en avait pas. Tout le monde se fichait éperdument de Seb. Je ne pouvais rien de plus pour lui cette nuit. Je lui pressai le bras d'une façon que j'espérais rassurante, puis me laissai tomber de la fenêtre. Je me réceptionnai sans mal et repris mon chemin du centre. Eh ben, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de ce chapitre 5. On se retrouve très vite pour le chapitre 6. Merci les bozos. Au revoir, passez une bonne soirée.